Tout de suite, le journal. Le 9e jeu de la francophonie sont une belle occasion pour montrer que la République démocratique du Congo n'est pas un pays de violence comme l'on fait croire aux gens, mais il y a bien d'autres choses importantes. Déclaration faite par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya au cours de la conférence de presse de lancement de ces jeux. Il a également souhaité la bienvenue à toute la délégation. Et puis en international, le Maroc vise de produire 2 millions de voitures par an d'ici l'horizon 2030. L'objectif est de conforter sa place de deuxième pays le plus industrialisé d'Afrique après l'Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, voilà les sommaires de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue à ces journaux. À quelques heures de 9e jeu de la francophonie, la ville de Kinshasa est déjà dans la fièvre de ce grand événement qu'elle va abriter du 28 juillet au 6 août 2023. Une conférence de presse pour le lancement de ce jeu a été organisée ce mercredi 26 juillet 2023 et a mis ensemble le responsable de l'Organisation internationale de la francophonie, du Comité national de 9e jeu de la francophonie RDC et le représentant de délégation ainsi que la presse. Il était question de dire le mot de la bienvenue à Kinshasa. Fiston Oleko, Stani Samba. Alors que Kinshasa vibre déjà au rythme de ce grand rendez-vous culturel et sportif de la jeunesse francophone, la salle d'accréditation du Palais du Peuple, elle, a servi de cadre pour cette rencontre liée au lancement des 9e Jeux de la francophonie. À l'occasion, l'assistance a eu droit de contempler par des séquences vidéo ce que représente la ville de Kinshasa, mais aussi les différents sites qui vont abriter les compétitions et concours. Il était le lieu pour le directeur national des 9e Jeux de la francophonie de redonner aux délégations toutes les assurances liées à la sécurité, à l'organisation des Jeux, à la santé, mais aussi et plusieurs autres détails. En ce qui concerne la santé, nous avons mis en place un protocole sanitaire complet pour prévenir la propagation de toute maladie et assurer le bien-être de tous les participants. Des contrôles réguliers, des installations médicales de pointe et des mesures d'hygiène renforcées ont et seront mises en place pour garantir la sécurité sanitaire de tout un chacun. Les Jeux de la francophonie ne sont pas qu'un événement. Ils sont aussi un moment important de partage autour des valeurs qui guident la communauté de l'Organisation internationale de la francophonie, notamment la langue et plus globalement la culture. Ces Jeux de la francophonie sont bien plus qu'un simple événement. Ils incarnent la quintessence de la diversité culturelle francophone. Ils nous rappellent que la langue française, ce trésor linguistique partagé par plus de 321 millions d'âmes à travers le monde, est le pilier de notre identité commune. Nous sommes un arc-en-ciel de culture, de couleurs et de traditions. En octobre dernier, lors de la cérémonie de tirage au sort des tournois de football et de basketball, je disais que nous entrions dans le vif du sujet, que nous sentions que les 9e Jeux de la francophonie sont là et qu'ils vont bientôt commencer. Les faits ne m'ont pas démenti. Aujourd'hui, nous y sommes vraiment. Avec l'arrivée des premières délégations, avec le rythme des Jeux qui bat au cœur de la ville de Kinshasa. Kinshasa a déjà accueilli plusieurs délégations avec plus de 2000 athlètes et artistes compétiteurs. Les délégations de la France, du Canada, du Liban, de la Conféges présentes dans la salle ont tour à tour salué les efforts de la RDC dans l'organisation de ces Jeux.
Toujours en rapport avec cette conférence de lancement de 9e jeu de la francophonie, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a lancé un message de bienvenue à toute la délégation. Pour lui, les jeux de la francophonie sont l'occasion pour montrer au monde qu'il n'y a pas que la violence en République démocratique du Congo comme on fait croire aux gens, mais il y a bien d'autres choses. Suivez encore, ces propos sont recueillis par Fiston Oleko. La République démocratique du Congo, lorsqu'on en parle le plus souvent, on en parle sous le prisme de la guerre. On en parle sous le prisme de la violence. Mais jamais on en a parlé sous son véritable prisme, le prisme d'un peuple résilient, le prisme d'un peuple qui, malgré tout, s'efforce à construire un pays plus beau qu'avant. Bienvenue au pays solution, parce qu'on a parlé des climats. Bienvenue au pays du changement de narratif. Lorsque nous parlons de changement de narratif, nous vous en donnons la preuve à travers justement l'organisation de ces Jeux qui permettra aux différentes délégations qui sont chez nous de voir que la violence, de voir que tout ce qui est dit ne reflète pas le peuple congolais, pas du tout, parce que c'est un peuple qui est, j'allais dire, doué dans tout ce que vous pouvez bien imaginer. Les Jeux de la francophonie représentent aussi pour nous un événement particulier. Parce que depuis 1974, je n'étais pas encore né, sûrement beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés aussi dans cette salle, vous vous souvenez tous du combat du siècle. En 1974, c'est à Kinshasa, à l'époque, que Ali et Foreman se sont affrontés, pas loin, dans l'un des sites qui a été justement choisi pour les Jeux. Et c'est un événement qui a permis à la République démocratique du Congo d'écrire une partie de sa plus belle histoire. Si cela a été la première page, les Jeux de la francophonie constituent la deuxième page. Changeons de chapitre pour parler économie à présent. Selon la Banque centrale du Congo, le gouvernement n'a pu mobiliser qu'un tiers de recettes du budget 2023. Les recettes publiques et dépenses publiques ont atteint respectivement 10 035 milliards de francs congolais et 11 297 milliards de francs congolais. Et la balance commerciale des opérations financières de l'État affiche un déficit de 647,3 milliards de francs congolais. Rachel Misenga. En cumul annuel au 21 juillet 2023, le solde des opérations financières de l'État est déficitaire de 1200 milliards de francs congolais contre un déficit programmé de 238 milliards de francs congolais. Concernant les recettes, elles ont atteint 1347,3 milliards, dégageant ainsi un taux de mobilisation de 56,8%. L'analyse par poste révèle que les recettes tirées des impôts directs et indirects encadrées par la DGI se sont chiffrés à 860 milliards de francs congolais contre des prévisions de 1500 milliards de francs congolais. Les recettes douanières provenant de la DGDA ont atteint 285 milliards de francs congolais contre une programmation mensuelle de 438,5 milliards. Quant aux recettes administratives, domaniales et judiciaires de la DGRAD, elles se sont établies à 201 milliards de francs congolais contre une programmation mensuelle de 365 milliards de francs congolais. S'agissant des dépenses, elles se sont chiffrées à 1900 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 81,6% par rapport aux prévisions mensuelles. Les dépenses courantes exécutées ont atteint 747 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 52,2%. Les dépenses en capital ont été exécutées en dépassement de 29,1% de leur programmation mensuelle, s'établissant à 447,2 milliards de francs congolais. Parlons toujours économie. Hier, mardi 25 juillet 2023, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a convié le responsable des sociétés pétrolières de différentes zones d'approvisionnement du pays pour une séance de travail à son cabinet. Les échanges ont tourné autour de questions relatives à l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et sur la subvention du prix de carburant à la pompe. Les amples informations dans cet élément.
Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a convié mardi 25 juillet pour une séance de travail à son cabinet les responsables des sociétés pétrolières de différentes zones d'approvisionnement du pays, ouest, sud et est. Les échanges ont tourné autour des questions relatives à l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et sur la subvention du prix de carburant à la pompe. Les pétroliers ont exposé au patron de l'économie nationale différentes doléances, notamment l'état précaire de leur trésorerie suite au gel des prix à la pompe et au non-paiement par l'État, des pertes et manques à gagner leur dû. Ils ont déploré cette situation qui perturbe la chaîne d'approvisionnement et les empêche d'honorer leurs contrats avec les logisticiens et transporteurs. À ces niveaux, il y a lieu de rappeler que depuis quelques années, face à la flambée de prix du pétrole à l'échelle internationale et à plusieurs variations des facteurs qui entrent en compte dans la structure des prix de produits pétroliers, le gouvernement avait pris la responsabilité de prendre en charge une partie du coût du litre de carburant à la pompe. L'objectif était de protéger le pouvoir d'achat du consommateur. À titre illustratif, à Kinshasa, le prix du litre de l'essence à la pompe s'élève actuellement à 2 995 francs au lieu de plus de 4 000 francs, prix réel. La différence est donc supportée par l'État qui verse des pertes et manque à gagner aux sociétés pétrolières. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a rassuré les pétroliers des efforts que le gouvernement déploie pour payer leurs dûs. Il leur a fait brièvement part de différentes démarches entreprises sur ce dossier depuis son avènement à la tête de ce ministère en vue des solutions idoines. Vital Kamerhe a rassuré ses interlocuteurs de la poursuite des concertations avec son collègue des finances pour examiner des mesures à prendre au niveau du gouvernement pour éviter une interruption de la chaîne d'approvisionnement des produits pétroliers dans l'intérêt de tous, sans pour autant perturber le cadre macroéconomique. Autre sujet à présent, dans le cadre de la coopération entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République populaire de Chine, l'Institut national de préparation professionnelle, UNPP, est bénéficiaire d'un projet de construction d'un centre ultramoderne de formation. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, a posé la première pierre pour la construction de ces centres mardi 25 juillet 2023. Rachel Misenga. C'est au centre-ville de Kolwezi, plus précisément au quartier Mutoshi, dans la commune de Manika, que sera érigé, dans le cadre de la coopération sino-congolaise, un bâtiment ultramoderne dont l'Institut national des préparations professionnelles, INPP en sigle, en sera les principaux bénéficiaires. La cérémonie officielle de la pose et la première pierre a été présidée mardi 25 juillet par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, en présence de la gouverneure de la province du Lualaba, Madame Fifi Masuka du PCA de l'INPP, Jean-Marie Lukulasi et du directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimanga et tant d'autres autorités civiles que militaires. Prenant la parole, Godefroy Chimanga, DG de cette institution, a laissé entendre que ces projets est le fruit de la coopération bilatérale RDC-Chine portée par le gouvernement congolais qui connaîtra dès aujourd'hui un démarrage effectif. Dans sa réalisation, il sera érigé en ces lieux des mandradels, un complexe de 9 bâtiments modernes constitués principalement de salles de formation pour divers métiers, a-t-il fait entendre. Ce projet qui a été du reste porté valablement par le gouvernement congolais connaîtra dès aujourd'hui un démarrage effectif. En effet, dans sa réalisation, il sera érigé en ce lieu de Madrandélé un complexe de 9 bâtiments. Ce centre se présente comme une réponse idoine à ce grand challenge qui attend le secteur de l'industrie. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, n'a pas manqué de remercier le président de la République pour sa vision éclairée. Je rends un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée et les instructions combien bénéfiques pour le développement des compétences de la population active en général
et de la jeunesse congolaise en particulier. Pour manifester son contentement, la gouverneure Fifi Masuka a fait savoir la contribution du gouvernement principal a porté essentiellement sur l'octroi à l'INPP du terrain où sera érigée cette infrastructure, la facilitation dans l'obtention de documents administratifs et différentes autorisations. Intense polémique actuellement entre certains citoyens de la République démocratique du Congo et ceux de la République du Congo. En cause, les accords que Brazzaville a signés avec le Rwanda autour de la culture de terre au Congo-Brazzaville. À Kinshasa, au-delà de l'émotionnel, les avis sont partagés sur comment percevoir le rapprochement entre la République du Congo et Kigali, dont les relations sont très tendues avec Kinshasa à cause du soutien que le Rwanda apporte au M23. Suivez quelques Kinois interrogés par Patrick Ilunga et Giscard Ntamba. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays souverain. Il fait usage de ses terres comme il l'entend. Il peut en céder cession à un pays tiers, que ce soit le Rwanda ou un autre. Moi, je ne vois pas trop en quoi est-ce que cela nous poserait problème, nous, Congo, j'allais dire RD congolais. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays souverain. Il fait des accords avec qui il veut, au profit de sa population. Et bon, à nous de faire de même. Je pense que ça doit créer en fait des malentendus. Vu que le Congo-Brazzaville d'ailleurs c'est notre en fait quoi voisin tout en fait quoi. On est trop approché, je peux dire ça. Si en fait qu'on essaie de faire l'analyse de la situation actuelle, vraiment, je pense qu'ils ont mal procédé. Ils ont mal procédé vu la situation qui se passe actuellement en RDC, précisément du côté de l'Est, parce que quand un pays se comporte mal, en fait, quoi, de votre voisin, vous êtes censé toujours en fait, quoi, intervenir et condamner des actes qui ne sont pas en fait, quoi, favorables. Moi, je pense que la manière du Congo-Brazzaville de procéder n'est pas en fait, quoi, bonne, selon ma réflexion en fait. Quant à moi, je dirais que le Congo-Brazzaville, c'est un pays souverain qui a droit de signer accord avec qui il veut. Là, nous devons reconnaître cela. Comme nous aussi, la RDC. Si on veut signer les accords avec la Russie, personne ne pourra nous interdire. Là, on doit dire les choses comme elles sont. Moi, je ne trouve pas comme une polémique. Hein. Ce sont nous qui voulons créer comme une polémique. Okay? Ce n'est pas vraiment une polémique de nous faire contredire avec les Brazzavillois. Non. Nous sommes des frères, on restera toujours des frères. Mais on doit reconnaître que le Congo-Brazzaville est un pays souverain. À présent, dans la province du Haut-Katanga, où la situation sécuritaire est jugée relativement calme. Voilà ce qui ressort du Conseil provincial de sécurité présidé par le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué hier mardi 25 juillet 2023. Je vous propose de suivre le ministre provincial de l'Agriculture, Joseph Kayumba, qui fait l'intérim du ministre de l'Intérieur et fait le point de ces conseils de sécurité. D'une manière générale, la situation sécuritaire de la province du Haut-Katanga est relativement calme, nonobstant quelques cas de vol à main armée, vol à armes blanches, parfois accompagnés de viols qui ont été enregistrés dans les 3 villes de la province. Certains de nos territoires, à savoir Kambove et Pueto, ont également été victimes. Il y a lieu de signaler aussi quelques cas de vol de véhicules qui sont souvent abandonnés par le malfrat après leur utilisation et récupérés par le patrouilleur aux petites heures du matin. En ce qui concerne les incendies devenus fréquents dans nos différentes villes, le Conseil a recommandé l'octroi complémentaire en urgence de camions anti-incendie. Dans le même ordre d'idées, le ministre provincial de l'Intérieur intérimaire a informé le Conseil du conflit de pouvoir coutumier devenu inquiétant dans les territoires de Kambove, groupement Mukumbi, spécialement dans la localité de Ditengwa. Enfin,
le Conseil a été saisi du rapport succinct sur les circonstances du décès du colonel Kaboulo, commandant de la police nationale congolaise, territoire de Kassenga. L'information, c'est aussi au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Place à présent à la page internationale. Les tissus industriels du Maroc favorisent la contribution au pays, au commerce international africain et renforcent sa compétitivité au niveau international. Grâce aux infrastructures de pointe et à ses exploits dans le secteur automobile, notamment le Maroc, conforte sa place de deuxième pays le plus industrialisé d'Afrique après l'Afrique du Sud. Le Maroc figure également sur l'échiquier mondial de principaux pays producteurs et exportateurs agroalimentaires et le royaume chérifien est la deuxième destination la plus compétitive au monde pour la recherche et le développement dans le domaine de technologie de l'information et de la communication. Deux acquis que le pays souhaite conserver à l'aube de la fête du trône célébrée le 30 juillet. Suivez Africa 24. Les options industrielles, soutenues notamment par des infrastructures de pointe adoptées par le Maroc au cours des 2 dernières décennies, ont créé une dynamique qui a amélioré l'attractivité du pays pour les investissements étrangers et a favorisé l'émergence des métiers mondiaux. Deuxième pays le plus industrialisé d'Afrique, l'industrie représente environ 25,9% du produit intérieur brut du Maroc et emploie plus de 21,6% de la main-d'œuvre. 20% de la production mondiale de phosphate est fournie par le Maroc et le pays détient environ 85% de réserves mondiales. Des données qui renforcent sa compétitivité sur le marché intra-africain et international. Cela se matérialise d'abord au niveau des infrastructures. Le Maroc est devenu une terre modèle en termes de qualité et de productivité. Donc ce sont la qualité de la ressource humaine d'abord. Nous avons une jeunesse qui est agile, nous avons une jeunesse qui est intelligente, nous avons une jeunesse qui est de plus en plus qualifiée et c'est notre force. Et tout l'enjeu est de la valoriser. Le Maroc est devenu le deuxième investisseur africain sur le continent grâce notamment à ses exploits dans le secteur automobile. L'industrie automobile marocaine est particulièrement remarquable à l'export. Les ventes du secteur atteignant près de 44,91 milliards de dirhams à fin avril 2023. Ce qui positionne le pays comme le plus grand centre de production automobile du continent africain. Après avoir atteint l'objectif d'1 million de voitures par an, le Maroc veut atteindre 2 millions de voitures par an à l'horizon 2030. Un chiffre qui pourrait faire entrer le pays dans le top 10 mondial des producteurs automobiles. Le tissu industriel, la plateforme industrielle automobile marocaine, qui est composée de 250 usines, livre tous les constructeurs du monde. Le Maroc a choisi les secteurs dans lesquels il voulait s'intégrer dans la mondialisation, ce qu'on a appelé les métiers mondiaux du Maroc. Et dans ces secteurs, nous travaillons de manière très profonde et très précise pour devenir l'un des pays les plus compétitifs au monde. Pour le secteur automobile, par exemple, nous avons construit une plateforme aujourd'hui qui n'existait pas il y a 15 ans, qui a une capacité de production de 700 000 véhicules par année, ce qui n'est pas rien. 64% de la valeur des pièces qui constituent un véhicule sont fabriquées dans les 250 usines de l'écosystème automobile marocain. Le Maroc figure également sur l'échiquier mondial des principaux pays producteurs et exportateurs agroalimentaires. Les fruits et légumes made in Morocco sont devenus un gage de qualité, alors que le pays est devenu depuis 2022 le 3e exportateur mondial de tomates. Les expéditions marocaines de tomates se sont établies à 670 000 tonnes en 2022 contre 629 500 tonnes en 2021. Autre secteur qui conforte la compétitivité du Maroc au niveau mondial, le tourisme, les services, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que le secteur aéronautique. Vers la reconfiguration de relations entre l'Afrique et la Russie. Selon le Kremlin, le président russe Vladimir Poutine rencontrera en fin de semaine les dirigeants africains dans le cadre d'un sommet Russie-Afrique, un sommet qui se tiendra à Saint-Pétersbourg en Russie. Suivez Africa News.
Le président russe Vladimir Poutine doit rencontrer les dirigeants africains qui se réuniront en fin de semaine à Saint-Pétersbourg lors d'un sommet Russie-Afrique. 49 pays africains et 17 chefs d'État ont confirmé leur présence. Cette rencontre, selon cet expert, est une étape importante devant conduire à la reconfiguration des relations entre Moscou et le continent. L'objectif principal du deuxième sommet Russie-Afrique est de voir ce qui a été accompli ces dernières années. L'économie mondiale et la politique ont changé. D'abord, il y a eu la pandémie de Covid-19, puis l'opération militaire spéciale a commencé. Le cadre dans lequel la Russie et l'Afrique interagissent a sérieusement changé. Par conséquent, il est évident qu'il faut revoir les relations entre la Russie et l'Afrique, trouver les terrains d'entente et expliquer mutuellement les points de vue sur les questions d'actualité, par exemple l'accord sur les céréales. Ce sommet intervient quelques semaines après que les dirigeants africains ont tenté de peser dans la recherche de la paix entre l'Ukraine et la Russie. Une délégation de chefs d'État s'est rendue mi-juin à Moscou et à Kiev pour faire entendre la voix de l'Afrique dans ce conflit. Le rôle de l'Afrique est déterminant. Nous constatons de multiples contacts au plus haut niveau. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a effectué plusieurs visites en Afrique. Le président russe Vladimir Poutine rencontre régulièrement les dirigeants des pays africains. Par conséquent, le rôle de l'Afrique est très important. La demande d'une position africaine sur l'état actuel de la politique sur la scène mondiale est également en plein essor. À Saint-Pétersbourg, plusieurs chefs d'État africains sont attendus, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, pour la deuxième édition de ce sommet après une première en 2019 à Sochi, sur la mer Noire. Une autre façon de vous informer, c'est à travers les différents journaux qui ont paru ce mercredi 26 juillet 2023 à Kinshasa. Place à la revue de presse. Nous faisons à présent place à la revue de presse et je reçois Patrick Ilunga qui va nous faire la lecture de quelques journaux qui ont paru c'est mercredi 26 juillet 2023 à Kinshasa. Bonsoir Patrick Ilunga. Bonsoir Jojo Moulamba. Très heureux que vous soyez là. Nous commençons cette rubrique. Affaire Chéribin Okendi, la famille du défunt proteste contre la violation du secret d'instruction. Oui, c'est à la une du journal Africa News. Africa News écrit: le collectif des avocats de la famille de l'honorable Chéribin Okendi a écrit au parquet de la Gombe sur ses attentes pour un procès équitable pour l'éclatement de la vérité. Elle proteste donc la famille contre la violation du secret d'instruction et la présentation des pistes provisoires après les deux premières sorties du procureur général après la Cour de cassation. Dans cette correspondance, la famille adresse en même temps une requête en attente de 4 points au procureur général près le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe. Elle veut être fixée, entre autres, sur la composition de la commission d'enquête, sur l'étendue de ses pouvoirs et la limite de ses responsabilités, ainsi que la date probable de l'autopsie. Et puis un autre sujet aussi, plus de 60 miliciens Mobondo transférés en prison à Kinshasa. Oui, c'est à lire sur sur actualité.cd. Les miliciens Mobondo condamnés récemment par les tribunaux militaires de garnison de Kikwit ont été transférés à Kinshasa en début de semaine. Ils sont au total au nombre de 63 condamnés. Ils ont été condamnés à 20 ans de servitude pénale principale pour participation à un mouvement insurrectionnel et un seulement à la servitude pénale à perpétuité pour assassinat d'un colonel des FARDC lors de l'attaque du village Bachongo. Ils ont été donc transférés à Kinshasa pour purger leur peine. Et Africa News de conclure, au total 79 miliciens dont une femme ont été arrêtés début juillet par les éléments de la 11e région militaire au village Ponkwango dans la province portant le même nom. À des jours du coup d'envoi
de 9e jeu de la francophonie Kinshasa est focus sur l'objectif zéro incident. Voilà, c'est le site internet du tri-hebdomadaire Géopolis Magazine ou Géopolis Hebdo qui l'écrit. Dernier réglage des 9e jeux de la francophonie, Kinshasa est focus sur l'objectif incident zéro. Et le tri-hebdomadaire de continuer dans la capitale démocratique du Congo, le gouvernement est dans les derniers réglages en ce qui concerne les préparatifs des 9e jeux de la francophonie. Ainsi, les dirigeants congolais mettent un accent particulier sur la sécurisation de ce grand événement culturel et sportif de la jeunesse francophone. La question a été invitée au dernier briefing presse co-animé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, maître Peter Kazadi Kankonde, et son collègue de la communication et porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Muyaya, et le directeur national des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja. Et le journal de continuer à l'occasion. Donc le VPM de l'Intérieur et Sécurité et Affaires coutumières a rassuré le public congolais que les conditions sécuritaires seront bonnes. La communauté des services de renseignement, de sécurité et de défense nationale s'est réunie ces derniers jours et a mis en place un plan de sécurisation des Jeux de la francophonie. Comme vous le savez, Peter Kazadi continue, cité par Géopolis. À chaque fois qu'il y a des si grands événements à travers le monde, on met un accent particulier sur la sécurité pour éviter tout dérapage. Et le chef de l'État a recommandé l'incident zéro. Ça veut dire du début à la fin des Jeux de la francophonie, le chef a instruit pour qu'il n'y ait aucun dérapage, aucun incident. Et tous les services ont été instruits à cet effet. Et Peter Kazadi de continuer, il est prévu des patrouilles mixtes, l'armée et la police, pour débusquer tout ce qui pourrait monter des coups contre le bon déroulement des Jeux. Voilà, nous allons boucler cette revue de presse, mais avec une triste nouvelle. Un syndicaliste de l'EPST retrouvé mort à Mbouila Lodjo. Voilà, c'est à lire sur 7sur7.cd. Le syndicaliste Emery Masunga a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Mbouila Lodge. Donc, il a été retrouvé mort, disais-je, à Mbouila Lodge, dans la cité de Kisantu au Congo central, cette nuit, donc du mardi au mercredi. Il y séjournait à Kisantu à Mbouila Lodge depuis le 20 juillet dernier dans le cadre de travaux de la commission paritaire constitué de délégués du gouvernement et du banc syndical du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et selon ses collègues, ce syndicaliste aurait été victime d'une crise durant la nuit. Voilà, merci Patrick Lunga pour cette lecture de quelques journaux qui ont paru ce mercredi 26 juillet à Kinshasa. C'est moi qui vous remercie, Jojo. Voilà, nous allons poursuivre ces journaux, mais avant de nous quitter, place au rappel du titre. Le 9e jeu de la francophonie sont une belle occasion pour montrer que la République démocratique du Congo n'est pas un pays de violence comme l'on fait croire aux gens, mais il y a bien d'autres choses importantes. Déclaration faite par le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya au cours de la conférence de presse de lancement de ces jeux. Il a donc souhaité la bienvenue à toutes les délégations. Et puis, en international, le Maroc vise de produire 2 millions de voitures par an d'ici l'horizon 2030. L'objectif est donc de conforter sa place de deuxième pays le plus industrialisé d'Afrique, après l'Afrique du Sud. Voilà, c'est tout pour cette grande édition d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. L'information continue dans son site web www.geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV.